Mon frère s'est éloigné après m'avoir vu m'effondrer dans une tempête de neige. Le lendemain matin, il s'est présenté à l'hôpital et a demandé nonchalamment au médecin « Alors, comment va-t-elle » Il l'a regardé et a prononcé une seule phrase. Mon frère s'est figé, son visage devenant pâle. Je m'appelle Alice Bennett. J'ai 34 ans, et la nuit où mon frère m'a laissé inconsciente dans un blizzard a commencé par une tasse de café qu'il a insisté pour m'offrir. Nous venions de quitter une réunion tendue concernant l'entreprise de notre défunt père, et l'enveloppe sur mon siège passager contenait des documents qui pourraient l'écarter de la direction. 10 minutes après le début du trajet, mes mains sont devenues engourdies. Ma langue me semblait lourde. L'autoroute a basculé et les feux arrière devant moi sont devenus des étincelles rouges flottant dans l'obscurité. J'ai essayé de freiner, mais mon pied a à peine répondu. Ma voiture a dérapé sur le verglas, a percuté violemment une glissière de sécurité sur le côté, a tournoyé 2 fois et a enfoui son avant dans un banc de neige. Le métal a hurlé. L'airbag a frappé ma poitrine. Le verre s'est éparpillé sur le tableau de bord et le vent glacial s'est engouffré par une fenêtre fissurée. J'ai forcé la portière à s'ouvrir et j'ai trébuché sur le bas-côté, appelant à l'aide. Mais ma voix a disparu sous la tempête. Puis son véhicule s'est arrêté derrière moi. Il est sorti, m'a vu m'effondrer et s'est accroupi assez près pour que je reconnaisse ses bottes. J'ai essayé de prononcer son nom. Au lieu d'appeler le 911, il a vérifié mon pouls, a sorti mon téléphone de mon manteau, a ouvert ma voiture, a pris l'enveloppe et est retourné vers son véhicule. Pendant une terrible seconde, nos regards se sont croisés. Il savait que j'étais encore en vie. La dernière chose que j'ai vue, ce sont ces feux de freinage disparaissant dans l'obscurité blanche. Un conducteur de chasse-neige m'a trouvé près de 40 minutes plus tard. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital au moment où mon frère entrait dans le couloir et demandait nonchalamment au médecin « Alors, comment va-t-elle » Le médecin a regardé au-delà de lui vers moi, puis a répondu par une seule phrase qui a vidé son visage de toute couleur. Avant que je ne vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois finalement sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La chambre sentait l'antiseptique, la laine mouillée et la neige fondue. Chaque respiration m'écorchait la gorge, et une douleur profonde se propageait de mes côtes à mes épaules chaque fois que je bougeais. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu séparer le souvenir du cauchemar. Puis j'ai vu les ecchymoses sur mes poignets, les blessures sous un de mes ongles, et un espace vide sur la table de chevet où mon téléphone aurait dû se trouver. Un médecin est entré, s'est présenté sous le nom du docteur Elias Ward, et m'a demandé de suivre son doigt avec mes yeux. Sa voix était calme, mais il ne cessait de jeter des coups d'œil vers le couloir. Il m'a dit que j'avais subi une commotion cérébrale, 2 côtes fêlées, une hypothermie sévère et une quantité anormale d'une substance sur ordonnance inconnue dans mon sang. Je lui ai dit que je ne prenais aucune substance inconnue et qu'on ne m'en avait jamais prescrit. Il m'a demandé si quelqu'un m'avait donné de la nourriture, des médicaments ou une boisson peu de temps avant que je ne conduise. Le café amer m'a traversé l'esprit. Il a fait une pause avant de répondre. Dans ce cas, nous devons traiter cela comme plus qu'un accident météorologique. Ces mots m'ont ramené en arrière vers un vieux souvenir. Quand j'avais 9 ans, j'étais passé à travers la glace fine derrière notre maison d'enfance. Mon frère aîné avait rampé sur les temps gelés et m'avait tiré de là par mon manteau. Pendant des années, ce moment l'avait défini dans mon esprit. Notre père racontait l'histoire à chaque dîner de Noël, et Marc souriait toujours comme si le fait de m'avoir sauvé une fois avait prouvé quelque chose de permanent sur son caractère. Il était la personne qui était revenue pour moi, allongée dans ce lit d'hôpital. Je me demandais si j'avais passé 25 ans à aimer une version de lui qui n'existait plus ou peut-être qui n'avait jamais existé. Le docteur Ward m'a expliqué que le conducteur du chasse-neige qui m'avait trouvé possédait une caméra de tableau de bord. L'enregistrement montrait un autre véhicule arrêté derrière le mien. Il montrait un homme marchant vers moi, se penchant, entrant dans ma voiture et repartant sans appeler les services d'urgence. La plaque d'immatriculation était visible. Le conducteur avait déjà remis les images à la police. Le docteur Ward n'a pas nommé l'homme, mais je me souvenais des bottes, de la forme de son manteau et de la façon délibérée dont il avait vérifié mon pouls avant de partir. Avant que je ne puisse répondre, une voix familière a flotté depuis le couloir. « Alors, comment va-t-elle » Il n'y avait aucune panique là-dedans, aucune urgence.
Cela ressemblait à quelqu'un demandant si un vol retardé avait finalement atterri. Mon frère Marc est apparu, portant le même manteau sombre dont je me souvenais dans la neige. Ses yeux se sont d'abord posés sur les machines à côté de mon lit, puis sur le porte-bloc du docteur Ward et seulement ensuite sur mon visage. Il a commencé à modeler son expression pour feindre l'inquiétude, mais le médecin a parlé avant qu'il ne puisse jouer son rôle. Elle ne s'est pas évanouie à cause du blizzard. Le docteur Ward a ajouté, elle était altérée et l'homme qui l'a abandonnée a été filmé en train de prendre l'épreuve. Marc s'est figé. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. La peau autour de ses lèvres est devenue grise. Attendez, quoi? Le docteur Ward ne s'est pas répété. Il s'est simplement écarté, révélant 2 officiers de police au bout du couloir. Marc m'a regardé et la peur sur son visage s'est transformée en calcul. Alice, c'est un malentendu. Tu es confuse. Tu t'es cogné la tête. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé chercher le bon mensonge. Un officier lui a demandé de venir dans une salle de consultation voisine. Marc a essayé de rire, insistant sur le fait qu'il ne s'était arrêté qu'après mon accident et qu'il croyait qu'un autre automobiliste appelait déjà les secours. L'officier a demandé pourquoi il avait pris mon téléphone. Marc a prétendu qu'il l'avait ramassé pour le garder en sécurité. Puis l'officier a posé des questions sur l'enveloppe disparue de ma voiture. Ce fut la première question à laquelle Marc ne put répondre. Il s'est tourné à nouveau vers moi. Dis-leur que nous nous sommes disputés à la réunion. Dis-leur que tu étais bouleversé. Tu ne pensais pas clairement. Le désespoir dans sa voix a confirmé quelque chose que le rapport de toxicologie n'avait fait que suggérer. Il ne s'inquiétait pas de la possibilité que je sois morte. Il s'inquiétait du fait que j'ai survécu avec ma mémoire intacte. Les officiers ne l'ont pas arrêté ce matin-là. Les images montraient l'abandon et le vol, mais le laboratoire devait encore établir comment la substance était entrée dans mon corps. Ils ont pris sa déposition, lui ont ordonné de ne pas me contacter sans permission, et l'ont escorté vers la sortie. Alors qu'il passait la porte de ma chambre, il s'est penché assez près pour que seul je puisse l'entendre. Tu n'as aucune idée de ce que tu es sur le point de détruire. Pour la première fois depuis mon réveil, je n'avais pas peur de la tempête à l'extérieur. J'avais peur de voir à quel point mon frère avait besoin que je garde le silence. À midi, la police avait pris ma première déclaration, mais ma mémoire me revenait par bribes brisées, le café que Marc m'avait tendu à l'extérieur du bureau de l'avocat, le goût amer que j'avais mis sur le compte d'un expresso brûlé, ses phares qui me suivaient de trop près. Et son visage au-dessus du mien après l'accident. Je me souvenais avoir essayé de bouger mes doigts vers la poche de mon manteau. Je me souvenais qu'il avait retiré le téléphone avant que je ne puisse l'atteindre. Ce dont je ne pouvais pas me souvenir, c'était pourquoi il avait eu l'air soulagé. Cette expression me perturbait plus que l'image de lui en train de partir, car le soulagement signifiait qu'il avait attendu un résultat particulier. Une infirmière nommée Hélène m'a rendu ma montre connectée, que les ambulanciers avaient trouvée sous ma manche. L'écran était fissuré, mais elle se connectait toujours au réseau de l'hôpital. Pendant qu'elle m'aidait à la recharger, j'ai remarqué une notification du système de documents de notre entreprise. À 11h48 la nuit précédente, pendant que j'étais inconsciente, quelqu'un avait utilisé mes identifiants pour ouvrir le fichier de résolution du conseil d'administration que j'avais prévu de présenter le lundi matin. Une autre alerte montrait qu'une demande à distance avait été faite pour réinitialiser mon mot de passe d'entreprise. La demande provenait d'une adresse associée au bureau de Marc moins de 15 minutes après qu'il se soit éloigné de l'accident en voiture. J'ai montré les notifications à l'inspectrice assignée à mon affaire, une femme silencieuse nommée Lena Ortiz. Elle m'a dit de ne pas confronter Marc et de ne pas accéder à quoi que ce soit qui pourrait l'alerter. Puis elle a posé une question qui m'a noué l'estomac. Qui avait-il dans l'enveloppe qu'il a prise? J'ai expliqué que notre père avait fondé Bennett Cold Storage, une entreprise régionale d'entrepôt et de livraison. Après sa mort, j'ai hérité de 60% des actions avec droit de vote et Marc a hérité de 40%. Marc est resté directeur de l'exploitation, mais au cours du mois précédent, j'avais découvert des paiements inexpliqués à des fournisseurs totalisant des centaines de milliers de dollars. L'enveloppe contenait les résultats préliminaires de l'audit, une proposition de vote du conseil d'administration pour le suspendre, et une copie non signée de la distribution finale de la fiducie. Une fois que j'aurais signé cette distribution, mes actions passeraient dans ma propre succession. Jusque-là, une ancienne clause de survie signifiait qu'elle reviendrait à Marc si je venais à mourir. Notre père l'avait créée des années plus tôt,
alors qu'aucun de nous n'avait de conjoint ou d'enfant, et personne ne s'était souvenu de la supprimer. L'inspectrice Ortiz a cessé d'écrire. Donc, si vous étiez morte la nuit dernière, il aurait pu prendre le contrôle de l'entreprise. Oui. Cette réponse semblait irréelle, même dans ma propre voix. 2 heures plus tard, malgré l'avertissement de l'officier, Marc est apparu à ma porte. Il portait des fleurs et une pochette en cuir. La sécurité l'avait laissé monter car il prétendait que j'avais demandé des documents professionnels. J'aurais dû appeler à l'aide immédiatement. Au lieu de cela, je me suis souvenu de la façon dont son visage avait changé lorsque le docteur Ward avait mentionné l'enregistrement et j'ai pris une décision qui m'a effrayé presque autant que lui. J'ai laissé mes paupières s'affaisser. J'ai adouci ma voix. J'ai fait semblant que la commotion cérébrale avait brouillé ma vue plus qu'elle ne l'avait fait, tout en gardant ma main près du bouton d'urgence sous la couverture. Marc. Ses épaules se sont détendues. Et, je suis content que tu sois réveillé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il a placé les fleurs là où je ne pouvais pas les voir et a approché une chaise. La police réagit de manière excessive. Tu as eu un accident. J'ai paniqué. Et maintenant tout le monde veut un méchant. Tu me connais mieux que ça. J'ai regardé vers la pochette en cuir. Qu'est-ce que c'est? Rien d'urgent. Juste des papiers pour maintenir l'entreprise stable pendant que tu te rétablis. Il l'a ouverte sur une procuration médicale temporaire, une procuration de vote, et une déclaration disant que j'avais pris des médicaments volontairement avant de conduire. La ligne pour ma signature était marquée par une étiquette jaune. Un pouls battait douloureusement derrière mes yeux, mais j'ai gardé mon expression vide. Tu veux que je signe? Cela nous protège tous les deux, a-t-il dit. Le conseil d'administration ne peut pas savoir que tu étais affaibli. Les investisseurs vont paniquer. Laisse-moi gérer les choses jusqu'à ce que tu ailles mieux. J'ai touché le stylo sans le soulever. As-tu mis quelque chose dans mon café? Son regard s'est brusquement posé sur le mien. Le silence n'a duré qu'une seconde, mais ce fut suffisant. Puis il a souri. Tu es confuse. Je me souviens qu'il avait un goût étrange. Tu te plains toujours de ce café. Je me souviens t'avoir regardé le boire. Ses doigts se sont refermés autour de la pochette. Attention, Alice. Les blessures à la tête créent de faux souvenirs, ai-je murmuré. Étais-je censé m'endormir avant d'atteindre l'autoroute? Son visage s'est durci. Il s'est penché vers moi et a baissé la voix. Tu étais censé rentrer à la maison et manquer une réunion. C'était tout. Puis tu as commencé à conduire comme une idiote. Les mots ont atterri entre nous avec une clarté terrifiante. Il n'avait pas nié m'avoir drogué. Il avait corrigé le résultat. Sous ma couverture, j'ai tapé sur l'icône d'enregistrement de ma montre connectée. Marc a continué, inconscient. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Signe la procuration, dis à la police que tu as pris quelque chose par erreur, et cela peut disparaître. Sinon, l'entreprise coule, les employés perdent leur travail, et tout le monde saura que c'est arrivé parce que tu as refusé d'être raisonnable. Tu m'as laissé dans la neige. Je pensais que tu étais déjà morte. Il a réalisé ce qu'il venait de dire seulement après que la phrase se soit échappée. J'ai levé les yeux complètement. Et cela rendait acceptable de voler mon téléphone et l'audit? Le masque a disparu. Il a tendu la main vers mon poignet, mais la porte s'est ouverte avant qu'il ne me touche. L'infirmière Hélène est entrée avec un agent de sécurité derrière elle. Marc s'est levé si vite que la chaise a heurté le mur. Cette conversation est terminée, a-t-il dit. Non, ai-je répondu, ma voix plus assurée que je ne le sentais. Elle vient de devenir une preuve. Il a jeté un coup d'œil à ma montre, a compris, et m'a fixé avec une haine nue. Puis il a quitté la pièce sans les fleurs, sans la pochette et sans le stylo. À l'intérieur de la pochette, l'inspectrice Ortiz a plus tard trouvé quelque chose que Marc n'avait pas eu l'intention de laisser derrière lui, un projet d'accord de transfert vendant mes actions majoritaires à une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler pour $1. Sarah est arrivée ce soir-là, portant un sac de voyage, le chargeur de mon ordinateur portable, et une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle était ma meilleure amie depuis l'université et travaillait comme contrôleuse de gestion chez Bennett Cold Storage depuis 3 ans. Normalement, elle entrait dans chaque pièce avec une opinion et un plan. Cette fois, elle a fermé la porte, a vérifié le couloir et s'est tenue à côté de mon lit sans parler.
Quand je lui ai parlé de l'enregistrement, de la procuration de vote et de l'accord de transfert à $1, elle n'a pas eu l'air surprise. Elle avait l'air coupable. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des semaines, a-t-elle dit. Mon premier instinct a été la colère. Après ce que Mark avait fait, un autre secret semblait insupportable. Mais Sarah a ouvert son sac et a sorti une clé de mémoire, des relevés bancaires imprimés, et des copies de factures portant mon approbation électronique. Je n'en avais jamais vu aucune. 6 mois plus tôt, Mark lui avait ordonné de créer un nouveau compte fournisseur appelé Northline Équipement Solutions. L'entreprise nous facturait des réparations de réfrigération dans des installations que nous ne possédions pas. Lorsque Sarah a remis en question les factures, Mark lui a dit que les paiements étaient liés à une expansion confidentielle et l'a averti que discuter de cela avec moi violerait un accord de non-divulgation. Elle a obéi au début. Puis les montants ont augmenté. $48 000. $72 000. $95 000. Au moment où Sarah a commencé à faire des copies, Northline avait reçu $684 000. À qui cela appartient-il, ai-je demandé. C'est ce qui m'a effrayé, a-t-elle répondu. Sur le papier, cela appartient à une société holding, mais l'adresse postale mène à une boîte aux lettres privées que Mark a louée. Sarah l'avait confronté 2 jours avant le blizzard. Il lui avait dit que j'avais tout approuvé. Quand elle a dit qu'elle me le demanderait directement, il est devenu calme d'une manière qui l'a effrayé. Il a demandé si la distribution finale de la fiducie avait été signée et si mon plan de succession personnelle le nommait toujours comme bénéficiaire. Puis il a dit, après vendredi, Alice ne bloquera plus rien. Vendredi était la nuit de mon accident. Sarah avait passé le jour suivant à se culpabiliser. Elle m'avait appelé à plusieurs reprises, mais mon téléphone tombait directement sur la messagerie vocale parce que Mark l'avait pris. Elle n'a contacté l'hôpital qu'après que la police soit arrivée à notre bureau. Son hésitation m'a blessé, mais ce n'était pas la même chose que sa trahison. Elle avait préservé les dossiers, et maintenant elle était prête à risquer son emploi pour le démasquer. Nous avons contacté Rachel Shaw, une experte comptable judiciaire qui avait grandi de l'autre côté de la rue et qui avait plus tard aidé notre père à enquêter sur des vols internes. Rachel n'est pas arrivée avec des mots réconfortants. Elle est arrivée avec 3 bloc-notes juridiques et a immédiatement séparé ce que nous savions de ce que nous soupçonnions. La caméra de tableau de bord prouvait que Mark m'avait abandonné et avait retiré des biens. Les registres de l'entreprise suggéraient une fraude, mais des soupçons ne suffiraient pas à l'empêcher de vider l'entreprise avant que le conseil d'administration ne puisse agir. Rachel a examiné l'accord de transfert et a reconnu l'acheteur, Arrow Capital Recovery, une société de rachat de dettes en difficulté connue pour acheter des entreprises au bord du défaut de paiement. Mark avait apparemment mis en gage son futur contrôle de Bennett Cold Storage en échange d'un prêt privé. S'il ne parvenait pas à livrer mes actions dans les 10 jours, le prêteur pourrait le poursuivre personnellement. C'était sa date limite. La tempête n'avait pas créé sa décision. Elle lui avait donné une opportunité. Rachel a proposé un plan qui m'obligeait à faire le contraire de ce que Mark attendait. Au lieu de l'accuser publiquement, je resterais à l'hôpital et paraîtrais incertaine. Sarah retournerait au travail et agirait comme si j'avais accepté l'explication de Mark. Rachel informerait discrètement notre banque, préserverait les journaux du serveur, et préparerait une pétition d'urgence pour le conseil d'administration. L'inspectrice Ortiz chercherait à obtenir des mandats pour le véhicule de Mark, ses comptes financiers et ses appareils. Nous allions lui laisser croire que les documents volés lui avaient fait gagner du temps. Je détestais l'idée de simuler la faiblesse, mais Rachel a expliqué pourquoi c'était important. Le lendemain matin, Sarah a appelé Mark depuis ma chambre avec le haut-parleur éteint. Elle lui a dit que j'étais effrayée, confuse, et que j'envisageais de signer la procuration pour éviter un scandale. Il a demandé si je me souvenais du café. Sarah a dit que je n'avais rien mentionné à ce sujet. Son soulagement était audible même de l'endroit où j'étais allongé. Puis il a fait une demande qui a effacé la dernière trace de doute sur le visage de Sarah. Il lui a dit de supprimer l'historique du fournisseur Northline avant que l'audit automatisé du conseil d'administration ne soit lancé lundi matin. Elle a promis qu'elle s'en occuperait. Après la fin de l'appel, nous sommes restés en silence. La trahison ne ressemblait plus à une dispute familiale ou à un moment de lâcheté. Elle avait une forme, des chiffres, des dates et une date limite. Mon frère ne m'avait pas simplement laissé mourir. Il avait construit un plan financier autour de la possibilité que je meure. Pendant les 48 heures suivantes,
la chambre d'hôpital est devenue notre centre de commandement. Rachel a retracé les paiements de Northline à travers 2 comptes et a découvert que Mark avait utilisé l'argent de l'entreprise pour couvrir des prêts personnels, un appartement de luxe, et des pertes liées à un projet immobilier raté qu'il avait caché à la famille. Sarah a préservé la base de données comptables d'origine et a donné un préavis écrit à la banque indiquant que plusieurs transferts étaient contestés. L'inspectrice Ortiz a obtenu la totalité des images du chasse-neige. Elle montrait Mark agenouillé à côté de moi pendant 23 secondes, vérifiant mon coup, prenant mon téléphone, et retirant l'enveloppe d'audit de ma voiture. Puis, au lieu d'appeler à l'aide, il est parti. Les preuves les plus accablantes provenaient du laboratoire de l'hôpital, la substance inconnue dans mon sang correspondait à un médicament légalement prescrit à Mark des mois plus tôt après une intervention chirurgicale. Cela seul ne prouvait pas qu'il l'avait mis dans mon café, mais une fouille de son véhicule a permis de découvrir le flacon de prescription sous le siège du conducteur. Plusieurs comprimés manquaient. Mon téléphone et l'enveloppe d'audit d'origine ont été trouvés verrouillés dans le compartiment de rangement arrière. Mark ne savait toujours pas pour la fouille. La police voulait qu'il continue de parler, et je voulais comprendre jusqu'où il était prêt à aller. Avec l'approbation de l'inspectrice Ortiz, je lui ai envoyé un bref message depuis un téléphone de remplacement, je ne veux pas que l'entreprise soit détruite. Apporte les documents. Réglons cela en privé. Il a répondu en moins d'1 minute. Nous avons convenu de nous retrouver dans une petite salle de consultation familiale au 4e étage de l'hôpital. Rachel attendait dans un bureau de l'autre côté du couloir. L'inspectrice Ortiz et un autre officier sont restés à proximité. L'inspectrice Ortiz a confirmé que je pouvais légalement enregistrer une conversation à laquelle je participais, alors mon téléphone reposait face vers le bas à côté d'un verre d'eau. Sarah s'est assise derrière un séparateur partiellement fermé, prête à entrer si j'avais besoin d'elle. Mark est arrivé en portant une nouvelle copie de la procuration et en agissant comme le frère protecteur qu'il avait prétendu être pendant des années. Il m'a dit que la police avait fouillé son véhicule parce que j'avais mal compris ce qui s'était passé. Il a dit que le conseil d'administration était nerveux, que la banque posait des questions, et que chaque heure de retard mettait des centaines d'employés en danger. Que se passe-t-il si je signe, ai-je demandé. Tu te rétablis. Je stabilise l'entreprise. Nous disons à tout le monde que l'accident a été causé par des médicaments que tu as pris accidentellement. Et Northline? Ses yeux se sont plissés. Sarah a parlé. J'ai baissé les yeux, lui permettant de croire qu'il avait repris le contrôle. Elle m'a montré les transferts. C'étaient des transferts temporaires. Je déplaçais l'argent pour le protéger en l'envoyant dans ta propre boîte aux lettres. Pendant un instant, son expression s'est vidée. Puis il s'est assis en face de moi et a parlé avec une froide patience. Papa a construit cette entreprise pour nous deux. Mais il t'a donné le contrôle parce que tu étais sa préférée. Tu entrais dans chaque réunion du conseil d'administration avec 60% et tu agissais comme si cela te rendait plus intelligente. J'ai passé 15 ans à faire le travail pendant que tu avais le vote décisif. C'était là. Pas de la peur, pas de la panique, mais un ressentiment poli au fil des années. J'avais besoin que tu sois absente de la réunion de lundi. La dose était censée te faire dormir, pas avoir un accident. Tu m'as suivi dans un blizzard après m'avoir drogué. Je t'ai suivi pour m'assurer que tu rentrais bien à la maison. Tu m'as vu m'effondrer. Sa mâchoire s'est contractée. Alors, tu as choisi de me laisser geler. Il a regardé vers la porte, puis a baissé la voix. Je pensais que tu étais morte. Et oui, pendant une seconde, j'ai réalisé que ta mort résoudrait des problèmes que tu avais créés. Mes mains tremblaient sous la table, mais j'ai gardé mon visage immobile. Il a poussé la procuration vers moi. Signe-la. Je rembourserai l'argent. Tu peux garder ta maison, ton salaire, tout ce qui te fait te sentir en sécurité. Mais si tu refuses, je dirai au conseil que tu as fait un mauvais usage de médicaments, conduit avec les facultés affaiblies. Et inventé cette accusation après une commotion cérébrale. J'ai des messages qui te font paraître instable. Quel message? Ceux que j'ai envoyés depuis ton téléphone pendant que tu étais inconsciente. La cruauté de cette réponse m'a stupéfaite plus que la menace. Mark n'avait pas passé ces 40 minutes simplement à s'échapper. Il avait construit une histoire dans laquelle je causais ma propre destruction. J'ai pris le stylo. Il s'est penché en avant, observant la ligne de signature. Au lieu de cela, j'ai écrit 2 mots en travers de la procuration, pas aujourd'hui.
Sarah est sortie de derrière le séparateur. Rachel a ouvert la porte, suivie par l'inspectrice Ortiz. Le visage de Marc a changé lorsqu'il a remarqué le téléphone qui enregistrait. « Tu m'as piégé », a-t-il murmuré. « Non, ai-je dit. Je t'ai donné une dernière chance de dire la vérité. Tu t'es piégé toi-même. » L'inspectrice Ortiz l'a informé qu'il allait être escorté vers la sortie sous des chefs d'accusation liés à la dissimulation de la vérité, à la mise en danger de la vie d'autrui, au vol et à la fraude financière. Alors qu'elle le menottait, il s'est tourné vers moi et a crié que l'entreprise s'effondrerait sans lui. Rachel a brandi l'ordre bancaire d'urgence, gelant les comptes de Northline. Sarah a placé le grand livre préservé sur la table, et j'ai fait glisser la distribution de fiducie non signée sur mes genoux. Pour la première fois de ma vie, Marc n'avait plus de documents à voler, plus d'histoires à contrôler, et plus de sœurs prêtes à le sauver des conséquences de ses propres choix. L'arrestation de Marc n'a pas mis fin à la crise. Elle l'a exposée. En quelques heures, des rumeurs sont parvenues à nos employés, à nos prêteurs et à nos clients. L'avocat de Marc a publié une déclaration affirmant qu'il avait subi des pressions pour faire des commentaires chargés d'émotion tout en essayant de protéger une sœur confuse et sous médicaments. 2 membres du conseil d'administration m'ont appelé à l'hôpital et ont suggéré que je renonce temporairement à mon droit de vote pour éviter un embarras public. Ma mère a laissé 3 messages me demandant de ne pas ruiner la famille pour une terrible erreur. Cette phrase a failli briser quelque chose en moi. Une erreur ne nécessitait qu'une excuse. Ce que Marc avait construit nécessitait de la planification. J'ai obtenu mon congé de l'hôpital 4 jours plus tard en portant une attelle pour les côtes sous mon manteau. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé directement chez Bennett Cold Storage pour une réunion d'urgence du conseil d'administration. Sarah marchait à mes côtés. Rachel portait le rapport médico-légal. L'inspectrice Ortiz m'avait conseillé de ne pas discuter de l'affaire pénale, alors je me suis concentré sur ce que je pouvais prouver grâce au dossier de l'entreprise. Marc a participé par vidéo depuis le centre de détention du comté car, malgré tout, il était toujours actionnaire et dirigeant jusqu'à ce que le conseil vote. Son avocat était assis à côté de lui. Lorsque mon image est apparue sur l'écran de la salle de conférence, Marc m'a jeté le même regard qu'il m'avait lancé dans la neige. Pas du remords, mais de l'irritation du fait que j'étais encore en vie et toujours sur son chemin. Le président du conseil a ouvert la réunion. L'avocat de Marc a immédiatement fait valoir que j'étais médicalement inapte à participer. Le docteur Ward avait anticipé cette attaque. Il a fourni une évaluation écrite confirmant que j'étais mentalement compétente et que l'on ne m'avait jamais prescrit la substance inconnue trouvée dans mon sang. Rachel a ensuite présenté les factures de Northline, les relevés bancaires, les journaux du serveur et l'accord de transfert à $1. Sarah a expliqué l'ordre de Marc d'effacer l'historique du fournisseur. Notre représentant bancaire a confirmé que les fonds contestés avaient été gelés avant de pouvoir être déplacés à nouveau. Marc n'a cessé d'interrompre. Il a qualifié Rachel de menteuse à gages, Sarah d'employée mécontente et moi de sœur instable cherchant à se venger. Ensuite, le président du conseil a fait écouter une courte partie de l'enregistrement de la salle de consultation. J'avais besoin que tu sois absente de la réunion de lundi. Marc a cessé de parler. Le vote suivant a été unanime. Il a été démis de ses fonctions de directeur de l'exploitation, dépouillé de l'accès à tous les comptes et installations, et renvoyé pour une action civile visant à récupérer l'argent volé. Le conseil a également autorisé un examen indépendant de chaque contrat qu'il avait approuvé au cours des 5 années précédentes. Mais le dernier document était celui qui m'importait le plus. L'avocat de notre père avait apporté une lettre scellée qui ne devait être lue que si l'un ou l'autre des enfants contestait la répartition du contrôle des votes. Je n'avais jamais su qu'elle existait. L'avocat l'a ouverte et a lu les mots de notre père à haute voix. Il a écrit qu'il aimait ses 2 enfants, mais qu'il m'avait donné le contrôle parce que le leadership nécessitait de la gestion, pas un sentiment d'avoir tous les droits. Il avait découvert des retraits non autorisés plus petits par Marc des années plus tôt et les avait couverts une fois à la condition qu'ils ne se reproduisent jamais. Marc a fixé l'écran comme si notre père était revenu pour le juger. La lettre se terminait par une phrase, « Alice protège ce dont dépendent les autres. Marc protège tout ce qu'il croit lui appartenir. » Je ne me suis pas sentie triomphante lorsque la réunion s'est terminée. Je me suis sentie libre. À l'extérieur du bâtiment, les employés s'étaient rassemblés près des quais de chargement. Je m'attendais à de la suspicion, mais un superviseur d'entrepôt s'est approché et nous a remerciés, Sarah et moi, d'avoir arrêté les comptes avant que la paie ne soit affectée.
D'autres ont suivi. L'entreprise qui, selon Marc, disparaîtrait sans lui, fonctionnait toujours parce que des dizaines de personnes honnêtes l'avaient portée pendant qu'il la volait. Cet après-midi-là, j'ai signé la distribution finale de la fiducie devant l'avocat et j'ai placé mes actions dans un plan de succession dont Marc ne pourrait jamais hériter. J'ai également créé un fonds d'urgence pour les employés avec l'argent récupéré sur l'un des comptes gelés. Ce n'était pas de la vengeance de la manière dont Marc comprenait la vengeance. Je n'ai pas détruit l'entreprise pour le punir. J'ai supprimé sa capacité à l'utiliser comme une arme. Quand je suis finalement retourné à mon appartement, le téléphone de remplacement a sonné. C'était encore ma mère. Cette fois, j'ai répondu. Elle m'a demandé si je pouvais retirer les charges si Marc remboursait l'argent. J'ai regardé les ecchymoses sur mes mains et me suis souvenu des feux arrière rouges disparaissant dans la neige. Non, ai-je dit. Il n'a pas laissé une dette. Il m'a laissé pour morte. Puis j'ai mis fin à l'appel. L'affaire pénale a duré 11 mois. Pendant ce temps, Marc a continué à changer son histoire. D'abord, il a dit que j'avais pris la substance inconnue volontairement. Ensuite, il a affirmé que Sarah avait placé le flacon dans son véhicule. Plus tard, il a fait valoir que ses mots à l'hôpital étaient du sarcasme sorti de son contexte. Chaque nouvelle explication s'effondrait face à un élément de preuve différent, le rapport de toxicologie, l'enregistrement de la caméra de bord, le téléphone volé, les messages falsifiés, les dossiers de l'entreprise et son propre aveu enregistré. Le conducteur du chasse-neige a témoigné qu'il avait vu le véhicule de Marc quitter le bord de la route alors que mon corps disparaissait déjà sous la neige fraîche. Le docteur Ward a expliqué que 30 minutes d'exposition supplémentaire auraient pu m'ôter la vie. L'inspectrice Ortiz a présenté les messages que Marc avait envoyés au conseil depuis mon téléphone, y compris un message disant que j'étais trop malade pour assister à la réunion de lundi, avant même qu'un médecin ne m'ait évalué. Rachel a retracé les fonds volés jusqu'à ses dettes personnelles. Sarah a témoigné de son ordre de supprimer les dossiers. Quand ce fut mon tour, Marc m'a enfin regardé. J'ai parlé à la cour du frère qui m'avait un jour tiré d'un étang gelé et de l'homme qui, plus tard, s'était éloigné de moi dans une tempête. Je n'ai pas demandé à la juge de punir l'enfant dont je me souvenais. Je lui ai demandé de tenir l'adulte responsable d'avoir décidé que ma vie avait moins de valeur que son contrôle d'une entreprise. Marc a accepté un accord de plaidoyer après que la juge a statué que les enregistrements et les preuves financières pouvaient être utilisés lors du procès. Il a plaidé coupable à de multiples accusations impliquant la dissimulation de la vérité, la mise en danger de la vie d'autrui, le vol et la fraude financière. Le tribunal l'a condamné à être envoyé en prison, a ordonné une restitution, et lui a interdit de servir en tant que dirigeant ou fiduciaire d'une entreprise après sa libération. Dans l'affaire civile, ces actions restantes ont été placées sous la supervision du tribunal, et une partie substantielle de leur valeur a été affectée à l'argent qu'il avait pris et aux dommages qu'il avait causés. Avant de prononcer la sentence, la juge s'est adressée directement à lui. Le blizzard ne vous a pas poussé à abandonner votre sœur, a-t-elle dit. Il vous a seulement fourni la couverture dont vous pensiez avoir besoin. Ce fut la deuxième phrase qui laissa Marc sans voix. Ma mère a pleuré dans la salle d'audience. Pendant des mois, elle avait qualifié ses actions d'erreur car accepter la vérité signifiait admettre combien de fois la famille l'avait excusée. Après le prononcé de la peine, elle s'est approchée de moi et a dit qu'elle était désolée. Je lui ai dit que le pardon ne pouvait être exigé sur les marches du palais de justice. La confiance, si elle revenait un jour, devrait être reconstruite sans pression, sans excuse, ni appel secret au nom de Marc. Bennett Cold Storage a survécu. Sous une surveillance indépendante, nous avons récupéré la plupart des fonds volés, conservé tous les employés à temps plein, et promu Sarah au poste de directrice financière. Rachel a rejoint notre comité d'audit. J'ai vendu l'appartement de luxe que Marc avait acheté par l'intermédiaire de Northline et utilisé une partie de l'argent récupéré pour établir un programme d'urgence hivernale pour les conducteurs bloqués lors de conditions météorologiques extrêmes. Le premier véhicule que nous avons financé était un camion de sauvetage équipé pour atteindre les routes rurales pendant les tempêtes de neige. Un an après l'accident, j'ai visité la section de l'autoroute où ma voiture avait heurté la glissière de sécurité. Le métal avait été remplacé et le banc de neige avait disparu. Je me tenais là avec le docteur Ward, Sarah, Rachel, l'inspectrice Ortiz et le conducteur du chasse-neige dont la décision de s'arrêter m'avait sauvé la vie. J'ai remis au conducteur un prix de l'entreprise, mais il a secoué la tête et a dit que s'arrêter était ce que n'importe qui aurait dû faire. Il avait tort. Tout le monde ne s'était pas arrêté.
C'était précisément pour cela que son choix importait. Pendant longtemps, j'ai cru que la vengeance consistait à faire ressentir à Marc la terreur et l'impuissance qu'il m'avait causée. Mais la conséquence la plus profonde était plus simple. Il a perdu l'accès à la sœur qu'il avait défendue, à l'entreprise qu'il croyait mériter, à l'argent qu'il a volé, et à l'histoire qu'il a essayé de fabriquer. Je n'ai pas eu besoin de devenir cruel pour le vaincre. J'ai seulement dû survivre, préserver la vérité, et cesser de l'en protéger. Parfois, la trahison familiale blesse plus que l'attaque d'un inconnu car elle utilise comme arme des souvenirs qui nous faisaient autrefois nous sentir en sécurité. Mais le sang partagé n'efface pas la responsabilité, et l'amour n'exige pas le silence. La nuit où Marc m'a laissé dans la neige, il s'attendait à ce que la tempête enterre l'épreuve. Au lieu de cela, elle a découvert tout ce qu'il avait caché. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Qu'auriez-vous fait si votre propre frère avait choisi l'argent et le contrôle plutôt que votre vie? L'auriez-vous démasqué immédiatement ou auriez-vous attendu que chaque élément de preuve soit en place? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire quelqu'un. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.